En termes de transition, nous avons un challenge. Le premier challenge, c'est de moins consommer, de pouvoir investir beaucoup plus dans les filières de réparation, dans les filières de recyclage. On peut acheter un GSM tous les jours parce qu'on ne voit pas. On ne veut pas voir l'horreur. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique. Calvin, bienvenue à toi. Merci Vince. Merci d'être de retour ici. Merci de m'avoir invité après 2 ans. Après 2 ans, on s'était promis de faire une partie 2, donc il fallait bien à un moment donné que ça arrive. Oui, surtout avec l'actualité. Où il se passe beaucoup de choses, effectivement, comme quoi en 2 ans les choses peuvent évoluer, vous allez tout découvrir. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite, on est là pour parler de limites planétaires. Abonnez-vous, c'est important. Et si jamais vous voulez saupoudrer de votre magie sur le Tipeee, les liens sont bien sûr ci-dessous. Nous parlons ici d'avenir, de justice sociale, de choses qui sont en rapport avec vous directement et qui impactent déjà potentiellement votre quotidien. On est là pour apprendre tous ensemble et surtout élargir nos horizons. Dieu sait que c'est important. Calvin, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui? Je m'appelle Calvin Soares Ndjal, je suis président du Parlement francophone bruxellois. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, journaliste, enseignant, chargé d'éducation permanente, conseiller juridique. Avant d'entrer en politique en 2016, j'ai été élu donc conseiller communal à Gansourne où je vis actuellement en 2018 et député au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où j'ai suivi les matières d'enseignement et d'égalité des chances pendant 4 ans et demi. Et c'est seulement en septembre que je suis devenu président du Parlement francophone bruxellois. Donc, c'est le Parlement de la COCOF à Bruxelles, après le départ de Magali Plovy, ma prédécesseuse, à la Cour constitutionnelle où elle a été nommée. Alors, on va creuser les questions de ressources. On a fait déjà ça dans une première vidéo quand on vous l'a déjà dit, donc le lien est ci-dessus. Si jamais vous voulez déjà commencer par ça, je crois que c'est peut-être un petit peu important, donc n'hésitez pas, faites une petite pause, vous allez voir cette vidéo et puis vous revenez, ou alors découvrez ici ce sympathique talk. On va parler de justice climatique, on va bien sûr saupoudrer ça d'écologie décoloniale. Alors si je t'invite, c'est pas pour ta position en tant que président du Parlement bruxellois et de tes positions politiques, c'est plus toi en tant qu'homme qui a été entre guillemets chercheur, parce que quand je dis chercheur, c'est que tu as travaillé beaucoup les questions d'extractivisme, de rapport, domination nord-sud, hégémonie et tout ça. En lien avec l'histoire, puisque j'ai cofondé et dirigé le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et donc on parle très peu effectivement de la question de la transition énergétique, la transition numérique, la transition écologique en général, en lien avec l'histoire, en lien avec notamment la présence du capitalisme en Afrique et dans d'autres parties du monde historiquement. Alors, j'ai envie de commencer par la base même, avant de rentrer dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Une colonisation a été faite. Parce que c'est très clair pour beaucoup de gens. L'Europe, à savoir la Grande-Bretagne et la France, donc, ont lancé des empires coloniaux à travers le monde. La Belgique aussi, c'est exactement ça. On lançait vraiment des armadas d'extracteurs, de personnes qui ont été un petit peu partout dans le monde pour en faire des colonies, en faire des départements d'outre-mer, etc. Quand on fait un petit peu le point, quel a été le principal but de base de cette grande avancée, on va dire, technologique, cette marine qui s'est développée pour aller loin? On l'a fait pourquoi? On l'a fait dans un premier temps pour des raisons économiques et pour des raisons qui est liée au fric, à l'argent, à la volonté d'avoir des marchés, l'ouverture de marchés, mais aussi l'accès à des ressources, à des matières. La première matière, alors on a eu l'esclavage qui a précédé un peu la colonisation. La matière, c'était quoi? C'était les êtres humains que l'on déportait. Et ensuite, le système s'est poursuivi parce que dans cette volonté de dominer l'homme par l'homme, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il fallait trouver quelque chose qui permette de continuer à asseoir cette domination économique de l'Europe, de l'Occident, sur le reste du monde. Et donc, est venu le système colonial. Et donc, quand on voyait une continuité entre les deux, pourquoi? Parce qu'avant, on exportait les hommes vers un autre continent où on les vendait pour qu'ils puissent être de la main-d'œuvre gratuite que l'on exploitait là-bas. Et maintenant, on a changé de perspective. Parce que l'esclavage commençait à coûter cher, les esclaves se révoltaient, il y avait des révoltes, il y avait beaucoup de pertes. Les vendeurs d'esclaves, lorsqu'ils arrivaient sur l'océan, on connaît maintenant de plus en plus, il y a même des films qui sont réalisés sur les révoltes d'esclaves qui font couler les bateaux. Les esclaves préféraient mourir plutôt que d'arriver sur place. C'est pour ça qu'on dit que il ne faut jamais dire qu'on a aboli l'esclavage. Les esclaves ont été les premiers abolitionnistes, puisque ce sont les combats
et les résistances des esclaves qui ont permis cela, eh bien, il y a une continuité puisque on a décidé avec la colonisation de ne plus exporter les hommes, les humains, mais de les exploiter sur place. Et donc d'exploiter leur environnement, d'exploiter, à l'époque de la colonisation, tout ce qui se trouvait au-dessus du sol. Parce qu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas encore la technologie pour explorer le sous-sol, pour savoir un peu le diamant quand même qu'on trouvait dans les rivières, dans les fleuves, etc. Par contre, tout ce qui se trouvait au-dessus du sol, comme le caoutchouc, à l'époque de Léopold II, donc période de la colonisation, l'imposition de monocultures qui sont néfastes pour l'environnement et en termes écologiques, l'arachide au Sénégal, le riz dans d'autres pays. Donc, on impose une monoculture, le travail forcé sous la colonisation, et c'est comme ça que l'Europe et l'Occident s'enrichissent avec ces matières-là qui ne restaient pas sur place. J'ai oublié la question du palmier à huile, qu'on a exploité, dont on a fait une monoculture intensive, en République démocratique du Congo, notamment au Cameroun et dans d'autres parties du continent. Tout ça pour exporter ailleurs dans les... Effectivement, donc on ramenait tout cela ici. Il faut se souvenir quand même que tout le quartier de Sainte-Catherine, ici à Bruxelles, Sainte-Catherine, près de la Bourse, le marché au grain, ce sont des endroits où arrivaient les produits dits exotiques. Le produit Yabon Banania, il vient d'où? Il vient du Congo. Et donc, on voit très bien que à Sainte-Catherine, il y avait de l'eau. Et en fait, on avait l'eau qui arrivait jusque-là, la Seine qui arrivait jusque-là, et on apportait les produits du Congo et de partout en Afrique là. Et donc, avant, on ne consommait pas cette poudre de banane au petit déjeuner. C'est parce qu'on l'a exporté du Congo que c'est devenu populaire, que c'est un produit dont l'étiquetage est complètement raciste. Le nom, Yabon Banania, à l'époque, c'était quelque chose qui était immensément populaire. Et donc, le cacao également, qui a servi à fabriquer du chocolat. À l'époque, effectivement, le cacao, c'était plutôt l'Amérique du Sud. Mais avec le temps, on en a parlé dans l'épisode précédent, avec le temps, le cacao va devenir populaire ici en Belgique et on va le consommer, pas seulement en Belgique, mais aussi dans toute l'Europe. Donc, on voit que... Et ça fait du bon chocolat belge et du chocolat suisse. Effectivement. Donc, on voit très bien qu'il y a une continuité dans l'exploitation des populations du Sud. L'esclavage, on exporte les hommes, les humains. La colonisation commence à exploiter sur place pour des ressources qui ne restent pas sur place, mais qu'on envoie dans les métropoles, les ressources qui étaient au-dessus du sol. Et puis après, on va découvrir les techniques qui vont permettre d'aller dans le sous-sol et de voir toutes les richesses qu'il y avait. Et là, on se retrouve dans un autre monde. J'ai envie de partir d'un élément de base. C'est notamment avec Oppenheimer, qui a créé cette bombe atomique avec de l'uranium qui venait du Congo, et où là on s'est dit ok, il y a un intérêt incroyable. On se dit ok, il y a de l'uranium qui se trouve au Congo, il y en a au Niger, et il y a tout un dispositif, on va dire néocolonial, qui se met en place. Et moi je voudrais un petit peu creuser cette vision, cette notion-là. Je sais que l'uranium qu'on utilise en Belgique dans nos centrales nucléaires et en France, une partie vient du Niger, une partie vient du Kazakhstan, une partie vient du Canada. On a l'impression de se dire, ok, on a une souveraineté, le nucléaire nous permet, pour ceux qui suivent beaucoup la chaîne, comprennent qu'on a moins d'énergie fossile à disposition et qu'en plus de ça, il faut le garder dans le sol, que le nucléaire, selon certains, serait une des choses sur lesquelles il faudrait se reposer comme amortisseur par rapport à une contraction d'énergie. Mais donc, du coup, à essayer d'ouvrir de nouvelles centrales, etc., etc. C'est quoi la problématique qu'il y a selon toi là derrière? Parce que là, ça fait partie des idées, des chemins de la transition écologique. Mais c'est une transition qu'on fait que chez nous, et de l'autre côté il se passe autre chose. Oui, en fait, nous avons été habitués par le système capitaliste qui existe dans notre pays à une consommation irresponsable. Une consommation irresponsable, c'est quoi? Cela veut dire tout simplement que vous achetez le produit, mais vous ne savez pas comment il a été fabriqué, comment les matières qui ont servi à la fabrication de cet appareil ont été extraits, et donc vous en foutez. C'est comme la question de la viande. Vous savez, on va au supermarché, on achète notre petite barquette de viande et on ne voit pas la manière dont l'animal a été traité. Parce que si on le voyait, on serait choqué. Et donc, on est quelque part dispensé de voir l'horreur.
Ouais. On a des bouchers qui sont désensibilisés parce qu'ils sont habitués à ça. Exactement. On est dispensé de l'horreur. Et donc, on peut acheter un GSM tous les jours. On peut consommer de l'énergie comme on veut tous les jours parce qu'on ne voit pas. On ne veut pas voir l'horreur. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on prend la question de l'uranium, la Belgique est le pays qui a fourni l'uranium et le radium enrichi qui ont permis aux États-Unis de fabriquer la bombe atomique. Et d'avoir leur arsenal nucléaire derrière. Et d'où venait donc cet uranium et ce radium? Ça venait de la mine de Chinkolobwe qui se trouve au Katanga, en République démocratique du Congo. Vous voyez déjà que la République démocratique du Congo était déjà à l'époque un enjeu. Et donc cela veut dire que avec les technologies, on a commencé à fouiller le sous-sol et à voir ce qu'on pouvait utiliser pour fabriquer des armes, mais aussi pour avoir une autonomie énergétique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Belgique a fourni cette énergie parce qu'elle était alliée aux États-Unis. Et c'est pour cela que un héros comme Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Pourquoi? Parce que l'accès aux ressources suppose quoi? Suppose l'accès aux ressources soit gratuitement, soit à vil prix, suppose que l'État dans lequel, le territoire dans lequel on va extraire ces ressources ne puisse pas disposer d'une souveraineté. Si l'État dispose d'une souveraineté, d'une armée et de dirigeants capables d'assurer la protection de ces matières premières, on aura du mal à y avoir accès, ou alors on va avoir accès à ces matières, elles seront très chères. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On assassine les dirigeantes et les dirigeants qui sont en capacité de protéger cette souveraineté. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a une continuité historique. Et donc, quand on prend l'uranium du Niger, là, on ne parle pas de la Belgique, on parle de la France. La France, au Niger, a installé une politique coloniale et néocoloniale qui permet d'avoir accès aux ressources, soit gratuitement à l'époque, avant l'indépendance, ou à vil prix, en mettant au pouvoir, en soutenant des coups d'État, et en mettant au pouvoir, c'est historiquement prouvé, en mettant au pouvoir des gens qui lui sont fidèles. Et donc, au Niger, pendant très longtemps, on a opposé des populations, les Arabes, aux Noirs, etc., pour pouvoir asseoir cette domination énergétique. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a eu une enquête du magazine MO, le magazine flamand. En 2017, je renvoie ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent à ce... Donc c'est très facile, hein, il suffit de taper le titre. Le titre, c'est l'uranium qui nourrit la Belgique empoisonne le Niger. Donc vous tapez ça dans Google, vous allez trouver. Et c'est un vrai reportage d'enquête qui montre comment les populations subissent aujourd'hui, dans leur quotidien, dans leur environnement, l'extractivisme en matière d'uranium. Qu'est-ce qu'on retrouve comme problème? La biodiversité qui s'assèche complètement, qui disparaît, c'est-à-dire la végétation qui disparaît. Donc dans la zone de Maradi et de Zinder au nord du Niger, on a les cancers qui se développent. Énormément de cancers. C'est les nappes phréatiques qui sont polluées. Les nappes phréatiques qui sont polluées, mais aussi ce que les gens respirent. Parce qu'il y a le soufre qui vient de l'extraction du minerai, de l'uranium, qui reste dans l'atmosphère. Et des problèmes de santé, des enfants qui naissent avec des malformations, énormément de problèmes. Et en plus, disons, l'énergie qui est extraite, donc qui est fabriquée avec cette ressource, on a des villages qui sont juste à 5 kilomètres, qui n'ont même pas l'électricité. Vous voyez? Et derrière, on a toute une population, beaucoup de jeunes qui sont au chômage parce que l'extraction du minerai ne leur bénéficie pas forcément. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Et le Niger est connu pour ça, pour avoir la route de la migration. Donc toutes les personnes qui passent par le Niger, la Libye, et vont prendre la Méditerranée, l'Algérie, et prendre des bateaux sur la Méditerranée et arriver ici, on a une route qui est bien organisée par des mafias à travers le Niger. Donc on a tous ces problèmes qui sont concentrés. Mais l'histoire, c'est-à-dire l'ironie de l'histoire, c'est que l'histoire bégaye. Et l'histoire est en train de bégayer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on a une sorte de révolution, une sorte de révolte de la jeunesse africaine, mais aussi qui profite aux militaires dans les pays pour demander à la France
de faire partir ces bases militaires. Donc, ces militaires qui sont dans ces pays. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute cette actualité où au Burkina Faso, au Mali, au Niger, on reproche à la France de vouloir continuer à bénéficier de ressources en lien avec le pacte colonial. Ouais. Parce qu'il y a eu des accords secrets qui ont été signés à l'époque, dont on ne parle pas beaucoup. Donc, quand la France décide de négocier les indépendances avec les territoires qui vont devenir souveraines et indépendantes, il y a eu des accords secrets qui ont été signés par rapport à l'accès aux ressources. Et donc, on le sait, la France avait accès gratuitement à certaines ressources à l'époque. Et donc, aujourd'hui, il y a cette continuité qui veut que les révoltes des jeunes, avec les coups d'État qui ont lieu dans ces pays, amènent à mettre une ancienne puissance coloniale comme la France, en grande difficulté par rapport à l'accès aux ressources. Et donc, l'indépendance énergétique de la France est en danger, disons-le clairement, par rapport au Niger. Et donc, il va falloir... Même par rapport au Kazakhstan. Par rapport au Kazakhstan. Kazakhstan, ça reste très limite avec Poutine. Effectivement. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, ça. Et on oublie de parler, on reviendra peut-être sur l'Afrique, mais on oublie de parler de la Chine. Parce que l'Europe et l'Occident en général, l'Europe surtout, dépend à 80% de la Chine en ce qui concerne les métaux rares. Donc, on a des métaux qui sont des métaux lourds, qui sont plus facilement accessibles comme le fer, le zinc, le cuivre. Par contre, on a des sous-métaux, dont les métaux rares, dont le cobalt, qui vient à 60% de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la RDC concentre 60% des ressources en cobalt. Donc, la RDC n'existerait pas aujourd'hui. On aurait beaucoup de mal à avoir des téléphones portables, à avoir des tablettes, à avoir des ordinateurs, etc. Pourquoi? Parce que... à faire une transition écologique, mais on va y arriver. À en faire une transition écologique, parce que ces ressources sont chargées en propriétés qui sont très efficaces en ce qui concerne les appareils électroniques. Et ces ressources sont difficilement accessibles. Et donc, quand on prend un pays comme la République démocratique du Congo, il faut creuser beaucoup de terre pour pouvoir avoir accès à assez de cobalt pour fabriquer un GSM. Mais la difficulté se trouve où? La difficulté se trouve aujourd'hui en République démocratique du Congo sur l'occupation de ces terres par les populations. Et donc, les seigneurs de guerre, les bandes armées qui ont besoin d'avoir accès à ces ressources pour les revendre à vil prix, à des intermédiaires qui vont le revendre à des intermédiaires et à d'autres jusqu'au consommateur final qui est la multinationale. Et à qui on va demander des comptes. Voilà. Mais qui eux vont dire ouais mais nous tout est clean, on bosse avec tel intermédiaire. Et comme tu as dit, la chaîne est immense. Exactement. Et on perd le fil et on perd le lien. Exactement. Et donc on retrouve cette volonté de dégager ces populations, mais aussi de les exploiter et parfois d'utiliser le travail des enfants, le travail forcé pour pouvoir exploiter ces ressources. Dans le même temps, l'État de la République démocratique du Congo, ces ressources lui échappent. Donc c'est un manque à gagner dans son trésor public. Ouais. Et ces seigneurs de guerre utilisent des armes. Quelles sont ces armes? Le viol. Parce que dans les communautés, on le sait, dans les communautés africaines, la femme est un pilier central. Et quand on viole une femme devant son mari, souvent, son mari rejette la femme parce qu'on l'a affaiblie. Et donc, on détruit complètement ces communautés pour avoir accès à ces ressources. Et moi, je le dis, je n'ai pas de chiffres précis, mais je dis, imaginons, l'État de la République démocratique du Congo ait la souveraineté pleine et entière sur ces ressources. Donc, ça veut dire que les multinationales devraient acheter ces ressources au prix juste. Voilà, ouais. Qui permet un développement économique, social. Effectivement. Donc, ce qui permettrait de répercuter le prix sur le prix d'achat. Donc, peut-être qu'on achèterait des iPhones à 3000 balles. Ouais. Combien de gens peuvent se permettre de débourser 3000, 4000, 5000 euros pour acheter un téléphone? Très peu. Ça veut dire que le modèle économique de ces multinationales ne sera plus viable. Parce qu'ils n'arriveront plus à vendre. Donc, il faut maintenir le statu quo. Il faut maintenir le statu quo. Et c'est pour ça que les guerres continuent. C'est pour ça aussi qu'on a des dirigeants, des dirigeantes et des dirigeants qui imaginent des stratagèmes pour pouvoir soit être alliés à ces bandes rebelles, ou alors des puissances occidentales qui voient la situation, mais qui n'interviennent pas, qui, quand on prend le Congo, qui en parle, on en parle très peu. J'ai interpellé récemment sur un média le fait que c'est inacceptable le traitement médiatique de la guerre. C'est limite inexistant. Ou c'est normal, ouais, c'est triste, alors, pauvre. Je parle des pays européens, mais je parle aussi des pays africains. Ouais.
les pays africains, l'Union africaine a une responsabilité. Mais nous, ici, nous avons une responsabilité. Pourquoi? Parce que notre consommation, qui est, je reviens au début de mon intervention, qui est complètement irresponsable, parce que nous ne nous rendons pas compte de ce que ça induit. Nous pouvons acheter un GSM tous les jours et nous nous en foutons en réalité. Nous ne comprenons pas ce que ça induit à la source en termes de guerre, même en termes écologiques, comme je l'ai dit. N'oublions pas que le bassin du Congo, donc on parle de la République démocratique du Congo, mais du Congo-Brazzaville, d'une partie du Gabon, d'une partie du Cameroun, est devenu le premier poumon de la planète. Avec tout ce qui s'est passé au Brésil et les incendies au niveau de l'Amazonie, le bassin du Congo est devenu le premier poumon de la planète. Mais il est moins noté en termes d'importance, alors qu'il y a aussi une biodiversité phénoménale. Phénoménale, effectivement. Donc là, en termes de transition, nous avons un challenge. Ouais. Le premier challenge, c'est de moins consommer, de pouvoir investir beaucoup plus dans les filières de réparation, dans les filières de recyclage. Nos filières artisanales qui existaient dans les années 50-60 ont complètement disparu. Ou alors, il y en a très peu. Parfois, aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher de faire réparer un appareil que d'en acheter un nouveau. C'est inacceptable. Il faut que nous, en tant que pouvoir public, nous puissions réinvestir dans les filières artisanales qui permettent de réparer des appareils, qui permettent de pouvoir en créer nous-mêmes, ici. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de l'autre côté, de préserver des vies, de préserver la biodiversité, de préserver l'écologie. Et de nous préserver tous ensemble sur Terre. Parce que si on perd aussi la forêt équatoriale et sa biodiversité. Effectivement. On accélère les problématiques climatiques et les points de bascule. Absolument. Et je pense qu'il y a eu une première étape en Belgique, avec la ministre du Climat et de l'Environnement au niveau fédéral, Zakia Katabi, qui a fait voter une loi sur l'indice de réparabilité des appareils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va obliger les vendeurs, mais surtout les producteurs d'appareils, à d'abord mettre comment est-ce qu'on peut recycler cet appareil, comment est-ce qu'on peut le réparer. Donc, il y a un indice qui permet de savoir jusqu'à quel niveau on peut le réparer. C'est très utile pour le consommateur. Je vous donne un exemple concret. Je te donne un exemple concret. Pour la première fois, moi, j'ai vu un atelier de réparation dans la gare centrale. Qui est tenu d'ailleurs par quelqu'un qui a une histoire, Abdoulaye Ba, qui a une histoire formidable. C'est un MENA, c'est-à-dire il est arrivé ici en tant que mineur non accompagné. Il a fait tout son parcours. Il a créé un atelier de réparation aujourd'hui. Des gens viennent d'Ostende, de Hasselt, parfois d'Arlon, pour faire réparer leurs appareils là-bas. Donc, moi, j'ai fait réparer mon fer à repasser récemment. En fait, ça a coûté beaucoup moins cher que si j'allais en acheter un nouveau. Tout ça, ce sont des appareils dans lesquels on retrouve des métaux, parfois des métaux rares. Et il répare toutes sortes d'appareils, même les appareils numériques, en fait. Et donc, ça, nous devrions en disposer beaucoup plus. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir préserver tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, on m'oppose à cette vision, l'argument selon lequel ces familles vivent aussi de l'exploitation de ces ressources. C'est-à-dire qu'on les emploie dans des mines, etc. Vous savez, Frantz Fanon disait quelque chose. Frantz Fanon, qui était un grand écrivain, psychiatre, anticolonial, qui a lutté contre la colonisation, mais surtout qui s'est battu contre les nazis dans les armées françaises. Il a dit quelque chose qui résume le capitaliste. Le capitaliste n'a pas de frère, n'a pas de sœur. Son frère, sa sœur, c'est sa poche. Et donc, il ne faut pas attendre de ces multinationales une quelconque humanité, une quelconque volonté de vouloir aider les gens à s'émanciper. Ce n'est que de l'intérêt direct. Ce n'est que de l'intérêt direct. Et de la vitrine et de la façade. Effectivement. Et donc, pour moi, il y a eu un problème avec cette volonté de maintenir les pays africains et d'autres pays dans une économie qui est monomaniaque. C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu entends par là? Concrètement, avec cette volonté de dire, mais ces familles, si on arrête l'exploitation, elles ne vont pas survivre. Ça oblige l'État à continuer à développer une économie qui est uniquement basée sur l'exploitation de ces ressources et l'exportation. Pas sur une économie diversifiée, c'est-à-dire investir dans une économie qui tient compte de l'agriculture, qui tient compte de l'élevage, qui tient compte de la pêche, qui tient compte de
d'une diversité, par exemple, au niveau de l'agriculture. Si on a imposé les monocultures intensives, c'est pour que cela bénéficie aux anciennes métropoles. Et ça, on sait très bien que les monocultures détruisent la terre, les appauvrissent. Mais cela ne profite qu'à l'entreprise comme Bolloré, qui a investi beaucoup dans l'exploitation du palmier à huile au Cameroun, d'abord, qui traite très mal ses employés, ne les paye pas, a été condamné en France pour cela. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment une continuité historique. Pourquoi? Quand on prend... on parle beaucoup de réparation. Dans le cadre de... on a eu une commission passée coloniale ici qui a discuté de la responsabilité de la Belgique à l'époque coloniale, notamment au Congo, Rwanda et au Burundi. On parle de réparation, mais moi je pense qu'il y a une réparation à faire. Quand on parle de réparation, les gens pensent toujours, il faut que les Belges comprennent, hein. Pour moi, la réparation, c'est pas forcément de prendre 100 millions de dollars ou 100 milliards de dollars et aller les mettre dans le compte de l'État congolais ou de communautés là-bas. C'est quelque chose de moral pour toi? Non, c'est quelque chose c'est moral, mais c'est quelque chose de plus concret. Quand on prend dans les années 20, l'État belge a octroyé à un entrepreneur anglais et à son frère des terres qui peuvent faire parfois 5 fois la Belgique au Congo. Donc, on parle du Kwilu, on parle de l'Équateur, donc au nord du Congo, de la République démocratique du Congo, et ses frères s'appelaient les frères Lever, un certain Lord Lever, qui a créé une multinationale qui va s'associer à une autre entreprise hollandaise, donc néerlandaise, et va devenir Unilever. Ces terres, on les a pris de force à des populations à l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, les descendants de ces personnes n'ont toujours pas récupéré ces terres-là. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe parce que Unilever a revendu ces terres à une entreprise germano-canadienne qui s'appelle Ferronia. Qui veut rien avoir là-dedans. Oui. Ils rachètent quelque chose là actuellement. Et c'est comme si on leur dit, ah désolé, mais ce que tu as racheté, c'est volé. Donc, ce qui est le plus scandaleux, c'est que ces multinationales engagent les propriétaires terriens qui sont obligés de travailler là-bas pour gagner leur pitance. Si, effectivement, on diminue l'exportation, les pays vont être obligés de s'adapter, de repenser leur économie. Comment se fait-il qu'un pays comme la République démocratique du Congo, qui était le grenier de l'Afrique centrale, la région du Kivu, dont on parle tant, où sont extraits les matières du sous-sol, le cobalt, le coltan, le tantal, etc. Cette région, et tous les Congolais vont vous le dire, c'est une région volcanique où il suffit de jeter des grains pour que ça pousse. Ouais. Et en réalité, vous savez, très peu de Belges le savent, les pommes de terre étaient énormément cultivées au Kivu. Il y a beaucoup de ressources. Donc la Belgique est supposée être le pays de la frite et de la pomme de terre. Agricole qui était développée, qui était cultivée au Congo, et cette région était un véritable grenier, même jusqu'au moment de Mobutu, je parle des années 80-90. Avec le génocide au Rwanda, avec les guerres qui se sont passées ça a bouleversé complètement l'économie de cette région. Et il faut que cette région redevienne le grenier agricole qu'il a été. Qu'on ne dise pas aux populations, votre salut, c'est uniquement l'exploitation des ressources. Non, si on pense comme cela, on ne favorise que les multinationales, les groupes capitalistes qui en bénéficient, qui ont besoin que les populations et l'État congolais ne pensent qu'à une chose, c'est l'exportation des matières premières. C'est ouf, parce que tu vois, quand j'entends tout ça, on a l'impression qu'on a créé un système néolibéral, capitaliste, extractiviste à outrance, qui a en fait jusqu'à fait prisonnier celui qui est tout en bas de l'échelle, qui est producteur pour le sommet de la pyramide, et qui dépend complètement des desiderata et de la vision qui est imposée par au-dessus. Hein. Alors quand on dit au-dessus, certains disent l'Occident, moi je dis c'est le Global North, hein, puisque les Chinois font exactement la même chose et reproduisent exactement le même schéma, le même modèle, et que si maintenant ce système est amené à s'effriter, c'est tout le monde qui est embarqué là-dedans, parce que l'autre ne sera plus payé, il va se retrouver comme ça. D'où cet intérêt intéressant, ce que tu dis, de voir comment est-ce que cette transition mondiale soit une transition qui soit également avec une forme de souveraineté en Afrique. Et moi, c'est là que j'ai envie de t'amener. Ce système qui tend à vouloir faire une transition reste la même chose. C'est, on va transitionner en Europe, aux États-Unis, en Chine, ils le font, ils sont en train de développer leur éolien à fond, mais que c'est toujours en mode, ok, on transitionne, mais nous transitionnons les pays qui sont vachement émetteurs et qui ont une grosse puissance, mais vous, les pays qui est en galère, bon, bah, votre transition, en fait,
disons plus que vous avez travaillé pour la nôtre. C'est ça. Ce qui est intéressant, attention, pas bien se comprendre, ce qui est intéressant parce qu'on est émetteur. Nous, ici, on est à Bruxelles, on est un pays très émetteur. Donc c'est intéressant effectivement de réduire chez nous parce qu'il y a moins à réduire ailleurs, mais on a l'impression que cette réduction se passe à travers la même chose, le même système, la même façon d'oppresser, d'opprimer les peuples, tu vois. Et ça, à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en fait dans une sorte de boucle sans fin? Est-ce qu'on est dans un paradoxe qui sera pas démontable, tu vois? Je pense qu'il faut allier deux choses. Je pense, de toute façon, la transition écologique doit se faire. Elle est importante, y compris pour les pays du Sud. Parce que les pays du Sud ont aussi besoin de diversifier leur économie, de développer leur économie, qu'elle soit plus verte, qu'elle soit plus vertueuse, mais qu'ils aient aussi accès à des ressources technologiques, parce qu'ils en ont besoin. Pour l'éducation, par exemple, c'est très important. Si on veut avoir aussi des élèves et des étudiantes et étudiants qui ne sont pas obligés de migrer vers l'Europe pour avoir accès à des études de qualité, pour avoir pour former des ingénieurs, pour former toute une série de postes qui sont nécessaires dans la société, il faut aussi passer par là. Néanmoins, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comment cela se fait? Il faut allier donc cette vision de la consommation que nous devons développer. Ce sont des choix politiques, hein, que nous devons faire. Quand je parlais de l'atelier Simandou tout à l'heure, qui est à la gare centrale, ce sont des choix politiques. Quels sont les moyens que nous mettons pour développer ces filières? Et de l'autre côté, le deuxième point le plus important, ce sont les règles du commerce international. Je pense qu'on a des vrais problèmes par rapport à la manière dont l'OMC fonctionne, l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi la manière dont le commerce international fonctionne en général. Qui fixe les prix? Comment ces prix sont fixés? Quel est le pouvoir des pays? On sait qu'il y a l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Dans l'OPEP, on a des pays africains. Mais pour les autres ressources, qu'est-ce qui existe? Qui fixe les prix? Comment est-ce que des ressources qui sont exploitées dans beaucoup de pays, leurs prix sont fixés à Londres, par exemple? On a un véritable souci. Donc, ceux qui produisent n'ont pas la souveraineté sur la manière dont les prix sont définis. Et ça, c'est un véritable problème. Et donc, donc, il bénéficie, quoi qu'il arrive, l'acheteur final. L'acheteur final. Pas le producteur. Pas le producteur. Et qu'est-ce que ça... Même avec l'agriculture en ce moment, d'ailleurs. Voilà. Il y a aussi, en fait, la question de la transformation. Pourquoi est-ce que ces produits ne sont transformés qu'en Europe, en Occident, et parfois, maintenant ça commence à arriver petit à petit dans les pays du Sud. La Chine aussi, c'est beaucoup développé en Chine. Je reviendrai sur la Chine, mais en Afrique, la transformation des produits, que ce soit des produits agricoles comme le cacao ou des produits du sous-sol, il y en a très peu. Pourquoi? Parce que quand on ne dépend que de l'exportation, quand on a des économies faibles, on n'a pas d'industrie suffisamment outillée, on n'a surtout pas les ressources humaines bien formées pour pouvoir participer à cette transformation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le Sud global a besoin aussi de former des gens qui puissent faire cette transformation, parce que ces téléphones, ces tablettes, on prend les ressources en Afrique, on les amène souvent en Europe, même si l'Europe délocalise en Chine la fabrication. Et finalement, le produit final revient aux Africains qui doivent le racheter à un prix très fort. Exactement. Et en bout de course, les derniers stocks, c'est pour l'Afrique. Et en bout de course. Et c'est là pour l'alimentation, tout. Et c'est là qu'intervient effectivement la question de la justice climatique. Comment est-ce que on indemnise, ou en tout cas, comment est-ce qu'on réorganise dans un premier temps le commerce international pour que les pays d'où sont extraits ces ressources, les prix qu'on leur impose ne soient pas inéquitables, en réalité. Parce que quand on prend le café, c'est la même chose, on prend le cacao, c'est la même chose. C'est-à-dire que le petit producteur de coton, il n'a aucune maîtrise sur le prix qui lui est fixé à la bourse de Londres. Ou à la bourse de New York ou de Chicago. Chicago, c'est plutôt les grains, etc. Il n'a aucune maîtrise là-dessus. Son pays, donc lui encore moins, son pays, qui ne pèse pas grand-chose, n'a aucune maîtrise sur ce prix-là. Et donc, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir, comme on parle
de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que c'est la même chose au niveau du commerce international. Si on veut avoir un peu de justice, un peu plus de justice par rapport aux producteurs à la base, il faudrait réformer les règles du commerce international. La deuxième chose, effectivement, c'est pas... Alors, si on parle du climat, on pourrait parler aussi de ces métaux. Nous prenons ces métaux. Est-ce que nous ne devons pas indemniser ces populations par rapport à tout ce qu'elles subissent? D'où la question de la réparation. Vous voyez, il y a une continuité historique. C'est-à-dire que quand je parle de ces terres qui ont été arrachées de force à ces populations, aujourd'hui, moi, je demande, est-ce que on sait que ces populations sont dans une espèce de justice transitionnelle. Le CNCD, on suit bien cette affaire avec Arnaud Geiseling qui suit beaucoup cette affaire. Est-ce que la Belgique, qui aujourd'hui n'a plus de souveraineté sur ces terres, ne pourrait pas jouer un rôle pour que ces populations soient indemnisées, puissent retrouver leurs terres, par exemple? Des terres qui sont détenues aujourd'hui par des multinationales. Mmh. Ça, pour moi, c'est une forme de réparation par rapport à la colonisation. Et donc, je crois aussi que, et ça, c'est la question de la transition juste, la transition climatique, par rapport à l'émission des gaz à effet de serre, il y a toutes ces questions qui sont discutées à la COP par rapport à l'achat de quotas carbone. Mmh. Oui, les pays africains estiment que les prix qui leur sont proposés sont très faibles en réalité. Et la ministre congolaise... Pour acheter le carbone qu'ils n'utilisent pas. Le carbone qu'ils n'utilisent pas. Et donc, la ministre du climat du Congo-Brazzaville et de sa consoeur de la RDC l'ont dit. Et lorsqu'il y a eu l'avant-dernière COP, elles ont dit, mais vous rendez compte du rôle que jouent les tourbières dans le bassin du Congo? Les tourbières, donc, qui aspirent le gaz carbonique et qui permet de garder une certaine régulation, un certain équilibre dans l'air qu'on respire sur la planète. Vous vous rendez compte si un jour, on octroie ces terres à la Chine qui veut avoir accès à ces terres pour exploiter? Vous vous rendez compte de la catastrophe vers laquelle on va? Et aujourd'hui, nous subissons le dérèglement, les conséquences. Nous subissons beaucoup plus que vous les conséquences du dérèglement climatique. Et qu'est-ce que vous nous proposez pour que nous ne donnions pas, nous ne vendions pas ces terres? Vous nous proposez des prix qui sont extrêmement bas. Parce qu'on est toujours dans cette volonté de garder une forme de domination, d'exploitation, c'est-à-dire on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Donc, en Europe, on a fermé les mines, on a fermé toute une série de choses pour ne pas avoir les effets néfastes donc de l'exploitation de ces mines, notamment par rapport à notre climat, par rapport à notre environnement, etc. Oui, et par rapport aux morts, parce que les mines, ça tuait. Les mines de charbon, et aussi, on montre que qu'il y a 800 000 personnes qui meurent de la pollution chaque année, et que quand on vit à côté d'une centrale au charbon, notamment en Allemagne, les dégâts sur les poumons. Les dégâts sur les poumons, et on le sait, combien de mineurs à l'époque, à Charleroi, à Liège, partout, ne sont pas morts. Oui, donc d'une certaine façon, on a délocalisé ça. On a complètement délocalisé les effets négatifs de cette exploitation. Et si je viens sur un pays Est-ce que tu crois qu'ils ont fait ça, excuse-moi de t'interrompre, mais dans la croyance de se dire, oui, mais comme nous, on a beaucoup pollué, comme nous, on a été très, très brown energy, etc. Comme nous, en fait, grâce à ça, et grâce à cette industrie très sale au début, on a réussi à être très clean aujourd'hui, entre guillemets. Est-ce que tu crois qu'il y a un schéma de croyance de se dire, ouais, mais les autres pays suivront la même voie que nous? Au début, ils utilisent plein de produits qui sont nocifs, mais ça va les développer démocratiquement, etc. J'ai l'impression qu'il y a un schéma de croyance de se dire que les autres pays tels que l'Afrique vont aussi s'industrialiser massivement, qui leur permettra aussi d'acquérir des capitaux, d'acquérir des fonds, de pouvoir éduquer, enseigner, etc., jusqu'au point aussi de pouvoir décarboner, ou en tout cas de pouvoir atteindre un niveau de développement, mais tu sais, on va dire du solar punk, quoi, en mode ça y est, on est complètement green, on est complètement tech green, etc. J'ai l'impression qu'il y a un schéma de croyance, alors que pas du tout, hein. En fait, on peut voir ça de deux manières. D'abord, quand j'explique tous les problèmes en amont par rapport à l'industrialisation qui existent, si on est dans le système actuel, il faudra combien d'années? Je sais pas moi, 500 ans pour que certains pays africains s'industrialisent. Et donc, quand on est dans ce schéma
au niveau du commerce international, au niveau de ce système économique qui ne permet pas aux pays africains de se diversifier. Et donc d'avoir des ressources qui permettent de développer leurs industries. Excuse-moi, je fais une petite parenthèse, mais en fait, si l'Afrique devrait, en global, atteindre le même niveau que l'Occident, ça veut dire que l'Afrique devrait trouver un autre continent sur la planète Terre exactement à exploiter de la même façon que nous avons l'Europe à exploiter, l'Occident à exploiter le global Sud, quoi. En sachant que l'Afrique est énormément et plus vaste que l'Europe. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc les besoins et la population va en grandissant et donc les besoins sont énormes, seront énormes. Et ce qu'on demande à l'Afrique, c'est en fait de sauter plusieurs étapes pour arriver justement à une révolution énergétique que l'Europe a connue et progressivement. Parce que quand on prend... On lui en demande beaucoup. Oui, on lui demande quelque chose qui relève limite de l'impossible. Je sais pas si la science a réussi à démontrer que c'était possible. Effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on a des dirigeants africains qui disent, mais vous avez pollué, vous avez suivi un chemin. Pourquoi vous ne faites pas des efforts pour diminuer votre consommation et pour nous permettre à nous, quelque part, de bénéficier de ce budget carbone. De ce budget carbone, en fait. Et c'est là où se trouve tout le problème. C'est là où la discussion a lieu. Et donc, je pense que le système tel qu'il existe n'aide pas les pays africains à faire ce saut énorme qu'on leur demande. Oui, parce que l'argent qu'on leur donne, qui est octroyé, les 100 milliards par an, c'est des prêts. Pour la plupart, il y a un peu de subventions. Je pense que c'est 12 à 25%, oui, c'est une subvention. C'est des prêts pour la plupart. Mais le reste, les 3/4, c'est des prêts. Donc déjà là, tu dis OK. En plus, c'est des prêts pour des pays à risque. Ben oui. Donc c'est avec des taux d'intérêt qui sont super élevés. Donc déjà là, tu te dis OK, tu reçois de l'argent, mais tu sais que tu vas devoir rembourser genre beaucoup plus. Donc en fait, t'es de Et nouveau. donc c'est le système monétaire international aussi il y a toute la problématique de la dette. C'est ça. De la dette des pays africains qu'on continue à creuser, y compris dans cette perspective-là. Et donc, des pays sur lesquels pèsent des dettes, qui ont des économies fragiles, qui évoluent dans un écosystème international au niveau du commerce, qui ne leur est pas favorable. Comment ces pays peuvent faire ce saut qu'on leur demande? C'est impossible. Et donc, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, en termes de transition, je pense que nous devons faire énormément d'efforts. Énormément d'efforts en termes de réduction de notre consommation, mais aussi ne fasse pas ce que nous avons fait. Parce que c'est ce qu'on reproche à la Chine, c'est ce que ces pays veulent faire, c'est-à-dire développer massivement leurs industries, développer des industries polluantes. C'est la boussole, c'est la direction, c'est la cartographie, c'est le chemin du GPS qu'on a mis dans tous les cerveaux. Mais les pays africains ont intérêt à ne pas s'industrialiser de manière à polluer beaucoup. Pourquoi? Parce que les premières victimes du dérèglement climatique, c'est-à-dire des inondations, de l'avancée du désert, de la sécheresse, ce sont les populations du Sud, ce sont les populations africaines. Je vous donne une anecdote. Moi, j'ai grandi à Kara, qui est une ville qui est au nord, à 400 km de la mer. Au Togo? Au Togo. Je peux vous dire que entre le moment où je suis parti, donc 2004, et maintenant, je suis retourné en 2021, j'ai vu, quand j'arrive, je sens l'air a complètement changé. Ce n'est plus l'air de mon enfance. L'air s'est asséché. Le sol a changé. C'était une région un peu rocheuse, volcanique. On voyait la terre devenir de plus en plus désertique. Et donc ça, le mail est très important parce que nous ne devons pas estimer, en tout cas, je parle des dirigeants africains, voir uniquement le côté, nous voulons faire comme l'Europe. Exactement, on veut s'européaniser, on veut s'occidentaliser. On veut s'occidentaliser. Et donc, il faut, quand je parlais des filières artisanales, ici, ça vaut aussi pour l'Afrique. On a des traditions artisanales qui sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'investit plus là-dedans. On veut s'occidentaliser, on veut avoir les dernières technologies à la pointe, et donc, il y a des capacités, il y a des formations qui étaient traditionnelles que l'on aurait pu développer pour moins polluer, qui ne sont plus du tout investies. Et donc ça, c'est aussi un challenge que l'Afrique a concrètement, que les dirigeants africains ont. Des méthodes qui sont traditionnelles peuvent être développées et ne pas faire exactement comme l'Europe. Évidemment qu'il faut s'industrialiser, mais de quelle manière faut-il le faire? Ça, c'est le défi
que l'Afrique a et que d'autres régions ont. Parce que quand on parle des dégâts, si on parle de la Chine et de l'exploitation des terres rares en Mongolie, on a des villages. On a même, aujourd'hui, les chercheurs et les observateurs sur le terrain parlent de village cancer. Parce que l'exploitation des terres rares telle qu'elle est faite, parce que vous savez, quand vous extrayez la roche, il faut la purifier. Donc, il faut aller chercher les ressources. Ça demande énormément d'eau. Et donc, la pollution de l'eau dans ces territoires est énorme. Et donc, les cancers se multiplient. Et malheureusement, nous développons des générations qui vont être de plus en plus connectées. Je dis malheureusement parce que ça a des conséquences autres, y compris sur nous ici, sur les jeunes ici. On va aller vers la robotisation. Donc, beaucoup plus de robotisation, beaucoup plus de connectivité. En fait, est-ce que nous sommes encore des humains? C'est-à-dire des humains qui vivent normalement. Moi, je me pose cette question. Sommes-nous encore des humains qui vivons normalement? Donc, est-ce que nous maîtrisons notre propre destin ou notre destin est-il dirigé par la robotisation? En tout cas, je peux te confirmer qu'on ne sommes plus les humains d'il y a 300 000 ans et plus les humains d'il y a 8000 ans encore. Comme exactement. Ça, donc, pour moi, le tout à la technologie empêche la socialisation. C'est une nouvelle culture qui se crée, qui détruit la précédente. Exactement. Parce que la précédente avait un besoin d'exister pour répondre aux besoins du quotidien, en quelque sorte. Mais surtout, en fait, la transition écologique que nous devons développer, cette transition écologique, nous la voulons solidaire. Mais nous ne pouvons pas la vouloir solidaire uniquement pour les populations ici. Nous devons l'envisager solidaire aussi vis-à-vis des peuples qui sont éloignés de nous. Et c'est pour cela, c'est parce que, moi je considère que c'est parce que nous sommes auto-centrés, de plus en plus, en termes de connectivité. Nous sommes auto-centrés sur nous-mêmes que nous n'arrivons pas à imaginer la solidarité vis-à-vis de celles et ceux qui souffrent. Si moi je fais l'effort de penser aux autres, les autres vont me faire un sale coup et vont profiter de ma gentillesse et de ma sympathie. Oui. C'est dingue, on est vraiment dans un piège. Nous sommes dans un individualisme débridé, égoïste et effréné, dont nous n'arrivons pas à sortir. Parce que le système capitaliste, tel qu'il s'est développé avec la concurrence des uns contre les autres. Et aujourd'hui, moi, je refuse qu'on me dise, mais vous parlez toujours d'alternatives, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place du capitalisme? Vous savez, il ne faut pas tomber dans un piège. Le piège de dire, mais ceux qui sont contre le marché tel qu'il existe aujourd'hui... C'est des communistes, socialistes. Non, moi je dis, avant le capitalisme, il y avait eu des marchés. Oui. Mais c'était pas les mêmes marchés. C'était pas le marché de la concurrence. C'était un marché qui était beaucoup plus solidaire. Et donc nous pouvons aujourd'hui développer des marchés qui sont basés sur des coopératives, qui sont basés sur le modèle de la solidarité, qui sont basés sur le modèle de la sobriété. C'est possible d'en développer et il faut le dire, nous avons malheureusement une vision de la transition écologique qui n'est pas assez solidaire vis-à-vis des autres peuples. Et le monde étant ce qu'il est, le jour où ces populations auront leur souveraineté, puisque nous n'avons pas développé cette solidarité, qu'est-ce qui les amènerait à développer une solidarité vis-à-vis de nous? Exactement. Et c'est ce qui se passe avec la France. Il y a plus un sentiment de revanche. Il y a un sentiment clair. Il y a un sentiment de revanche. Et c'est pour cela que la France est en difficulté. L'État français est en difficulté. Parce que ces populations se sont dit, ces gens se sont foutus de nos gueules depuis très longtemps, nous ont exploités, n'ont pas pensé à être solidaires, véritablement solidaires. Et je parle de l'État français. Je ne parle pas des Français. Je parle de l'État français. Tel qu'il s'est développé depuis la colonisation jusque maintenant, vis-à-vis de l'Afrique dite francophone, il y a ce sentiment de revanche qui se développe. Et ce sentiment de revanche pourrait se développer dans d'autres zones et se développe déjà par rapport à d'autres zones aussi. Et donc, c'est pour cela qu'on a des dirigeantes et des dirigeants aujourd'hui qui ont une vision qui est complètement différente. Et donc, je considère que en investissant dans les filières de recyclage, en investissant dans les filières, et je le répète parce que c'est important, de réparation, nous faisons preuve aussi de solidarité. Et en mettant le juste prix, en ce qui concerne les quotas carbone, en ce qui concerne toute une série de métaux aussi que nous voulons,
nous faisons preuve de justice climatique, nous faisons preuve de transition écologique et véritablement solidaire. Est-ce qu'il faudrait alors une gouvernance mondiale? Non, pas forcément. L'ONU tu penses pas que tant qu'on n'a pas une gouvernance mondiale avec un ONU qui devient vraiment souveraine sur tous les pays qui en sont membres, qu'à ce moment-là, il peut vraiment y avoir une direction commune pour tout le monde? Il faut renforcer pour moi le rôle de l'Organisation des Nations Unies et il faut la réformer. Il faut déjà réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut, pour moi, parce que quand on parle de gouvernance mondiale, tu sais, les gens pensent très vite au complot. Nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est le capitalisme et la mondialisation. Voilà, il est déjà là. C'est ça. Il est là depuis 1850, le nouvel ordre mondial. Un gouvernement qui serait là, en fait, ce serait un peu Big Brother, et donc, en gros, les gens seraient dépossédés de leur capacité à faire des choses localement, alors que ce n'est pas le cas. Non, au contraire. Et en fait, il faut effectivement une organisation qui puisse mettre le haut là, qui puisse à un moment donné réguler. Ça. Mieux réguler. Ou qu'un président, par exemple du Sénégal, ou peut-être pas Macky Sall, mais peut-être Ousmane Sonko, j'en sais rien, puisse justement, ou du Congo, avoir autant de poids et que sa voix compte et soit à égalité avec celle des États-Unis. Exactement. Et c'est en fait, en réalité, quand on prend le Conseil de sécurité des Nations Unies, ceux qui dominent sont ceux qui ont la voix pour bloquer le droit de veto, comme on l'appelle. Ce sont des pays qu'on a choisis sur des critères qui sont complètement injustes. Donc, ce sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie. Et on a rajouté la Chine parce que la Chine, c'était devenu inévitable. Ça devient une telle puissance que c'était inévitable. Et donc, toutes ces puissances détiennent la bombe atomique, en réalité. Ouais, c'est ça. Et donc, un continent... donc, veulent maintenir leur puissance. Voilà, un continent comme l'Afrique n'est pas représenté parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est là où se trouve le pouvoir mondial. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a une guerre, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut fermement envoyer des militaires, qui peut décider de telle chose. Or, ce qui se passe au Congo est extrêmement grave. Que fait le Conseil de sécurité des Nations Unies concrètement? À part appeler le Rwanda à ne pas soutenir les rebelles, c'est l'Union africaine qui essaye aujourd'hui d'envoyer des forces d'interposition. Mais que fait le Conseil de sécurité des Nations Unies? Aujourd'hui, dans cette région, cela fait 30 ans, il y a des millions de morts. Ouais. À cause de ces métaux dont nous bénéficions, il y a des millions de morts. Il y a des formes de massacres qui sont horribles. Et donc, il y a un risque de génocide, de nettoyage ethnique. Et nous sommes là, nous regardons. Et le traitement médiatique que nous en faisons n'est pas du tout basé sur la solidarité. Et donc, quand je parlais du problème d'hyperconnectivité, c'est aussi le fait que l'individu soit autocentré et ne soit plus dans des formes collectives de lutte, ne soit plus dans des formes collectives de réflexion, des formes collectives de consommation et de production. Et donc, chaque producteur va penser d'abord à lui, plutôt que de penser collectif. C'est le danger que nous courons, c'est le danger dans lequel nous sommes déjà. Et c'est pour cela que les gens ne s'en foutent un peu de ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Or, nous sommes là, nous disons, mais il y a trop de migrants en Belgique, il y a trop de migrants sans comprendre les raisons et les conséquences. Voilà, sans connaître les raisons qui poussent les gens à quitter leur pays, envoyant de train loin, mais en ne voulant pas d'eux ici. Les gens iront toujours là où l'herbe est la plus disent que c'est parce que c'est les gouvernements là-bas qui font mal leur boulot. Ils parlent pas du tout de l'hégémonie, des puissances néocoloniales, etc. Et la capture d'élite. Il y a une responsabilité des États africains, c'est clair. Mais quand on prend en termes de puissance, en termes de domination, historiquement, y compris aujourd'hui en termes géopolitiques, ceux qui dominent, celles et ceux qui dominent, c'est l'Occident, c'est la Chine, et c'est les grandes puissances qui ont un impact sur les dirigeants et les dirigeantes africaines. Pourquoi? Parce que quand on essaye d'imposer un tel gouvernement, est-ce que vous avez déjà vu un gouvernant africain, un président, je sais pas moi, congolais, dire aux États-Unis, mais ce que vous faites lorsque, après les élections,
Trump a failli faire un coup d'État. Est-ce que vous voyez un dirigeant africain faire un communiqué en disant « Nous condamnons fermement l'attaque contre la démocratie américaine et nous appelons les deux parties à s'entendre » ou alors nous appelons Donald Trump à ne pas faire un coup d'État et à respecter le résultat des urnes. Non, vous ne verrez jamais ça. Non. Vous ne verrez pas. Mais l'inverse existe. L'inverse existe. Vous ne verrez pas, comme les États-Unis l'ont fait récemment, au Congo, envoyer la chef des services secrets pour aller dire, voilà, il faut respecter le résultat des urnes ou il faut faire ceci ou cela. Ça, clairement, ça démontre que la puissance, elle se trouve d'un côté. Mais justement, c'est ça un peu, Calvin. J'essaye, dans ce combat écologique, pour l'avenir de mes enfants, de nos enfants et l'avenir de l'humanité dans son ensemble, de lire beaucoup sur comment les peuples ont fonctionné, mais j'ai l'impression que ce qui revient souvent, c'est le rapport de puissance. Et que plus t'es puissant, et ben plus tu vas mettre les autres sous ton joug et tu vas leur dicter ce qu'ils doivent faire. Vous devez extraire pour nous, vous devez cultiver pour nous, vous devez faire ceci et ceci pour nous. Mais cette forme de toute puissance, Poutine a menacé l'utilisation d'armes nucléaires, c'est de plus en plus quelque chose qui revient. La direction que prendra l'Afrique, c'est quoi? D'être de nouveau le sous-fifre de la Chine ou de la Russie, à devoir faire ce qu'elle a fait pour l'Occident, de le refaire pour les autres, et d'avoir un développement qui se cantonne à certaines régions juste pour faire les routes de la soie, etc. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de créer une véritable Union africaine de la décroissance subie que tous les pays au monde vont subir, la puissance de tous les pays va diminuer. Quelle pourrait être la solution centrale à l'Afrique en termes de panafricanité, etc. Je pense que la première solution, c'est l'unité. L'unité, pourquoi? Parce que quand vous prenez les territoires africains tels qu'ils sont devenus indépendants, ils étaient faibles politiquement et économiquement pour être viables. Donc, quand on prend il y avait des grands ensembles. Si je prends la colonisation française, il y avait l'AOF qui était l'Afrique occidentale française, où il n'y avait pas de frontières entre les États. Et l'AEF, l'Afrique équatoriale française, où il n'y avait pas non plus. Donc, les grands ensembles. Donc, disons schématiquement que l'AOF est devenue un peu la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec des grands pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger. Et on ajoute ceux qui viennent de la colonisation anglophone, le Nigeria, le Ghana, etc. Et l'AEF, c'est le bassin du Congo, c'est la RDC, c'est le Congo-Brazza, c'est le Gabon, c'est le Cameroun, etc. En fait, lorsque la France a négocié les indépendances, elle a balkanisé. C'est-à-dire que vous pouviez, à l'époque coloniale, aller de Dakar jusqu'à Niamey sans passeport et sans carte d'identité. Parmi des peuples qui ne se considéraient pas comme ivoiriens, camerounais. Ces peuples n'ont jamais eu de frontières. Si je prends un peuple, prenons les peuples, c'est les plus exemplaires. Mauritanie, Mali. Partout, au Togo, même au nord du Togo, partout, les peuples sont là. Mais pourquoi est-ce que la France a décidé, l'État français a décidé de ne pas donner l'indépendance de ne pas négocier l'indépendance en bloc, mais de négocier l'indépendance en mettant selon les frontières coloniales. Pour que ce pays soit les plus faibles possibles, économiquement, politiquement. C'est la même chose en Afrique équatoriale française, donc l'AEF dont on parle, l'Afrique centrale. L'État français avait besoin de mettre en concurrence, et on revient à cet individualisme, de mettre en concurrence les dirigeants pour les fragiliser, pour pouvoir avoir le pouvoir, imposer les dirigeants qu'il voulait. En réalité, c'était ça le plan. Alors que si on avait des grands ensembles comme ceux-là, ce serait économiquement plus viable, ce serait beaucoup plus facile pour les peuples de circuler, la liberté de circulation des biens, c'est bon pour l'économie. Et ce serait beaucoup plus viable en termes de souveraineté parce que les forces de défense et de sécurité auraient été beaucoup plus fortes, pour moi, dans cet ensemble-là. Et donc, la seule expérience qui a été tentée après les indépendances en Afrique équatoriale française, c'est en Afrique occidentale française, c'est la Fédération du Mali. Parce qu'il faut expliquer aux gens que le Mali actuel ne correspondait pas à l'empire du Mali tel qu'il existait. Et donc la Fédération du Mali était une fédération qui devait rassembler plusieurs pays, le Sénégal,
Le Mali, à l'époque, s'appelait le Soudan français. Oui. Le Dahomey, qui est devenu Bénin. La Haute-Volta, qui est devenue Burkina Faso. Et le Niger. Mais qu'est-ce que la France a fait? L'État français a quelque part choisi d'instrumentaliser certains dirigeants, dont Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, pour refuser cette fédération. Et donc, on a mis la pression sur le Bénin, donc l'ancien Dahomey, sur la Haute-Volta et sur le Niger, qui très vite ont quitté le projet de fédération. Restait le Soudan français et le Sénégal, qui ont poursuivi. Et donc, qui ont créé un véritable État fédéral, avec 2 dirigeants. On est dans quelle année à ce moment-là? On est au début, donc en 60. Hein, ouais, voilà, l'expérience de la fédération du Mali, c'est 59, 60, 61. Et donc, les dirigeants se sont entendus pour pouvoir se partager les postes. Donc, Modibo Keïta, qui était le président du Soudan français, donc le président de la fédération du Mali, qui venait du Soudan français, était président de la fédération, et Léopold Sédar Senghor était président de l'assemblée donc de la fédération. Et donc, à tes souhaits. Et donc, on voyait là qu'il y avait une volonté d'être plus fort ensemble. Mais progressivement, qu'est-ce qui a opposé Modibo Keïta qu'on a monté, donc Senghor qu'on a monté contre Modibo Keïta, notamment, il y a notamment la question algérienne. Parce que à l'époque, l'Algérie était en guerre contre la France pour son indépendance. Or, on sait que la France avait des ressources stratégiques à exploiter en Algérie. Le pétrole. Et le pétrole notamment. Et donc, Modibo Keïta a dit, moi, en tant qu'Africain, j'ai lutté pour mon indépendance, je peux pas voir mes frères algériens lutter et ne pas les soutenir. Et ne pas faire en sorte que l'Algérie ait l'indépendance. Or, Senghor ne voulait pas du tout que la fédération se batte aux côtés des Algériens pour qu'ils obtiennent leur indépendance. Et donc, il y a eu une crise, il y a eu des histoires de coups d'État inventées, il y a eu une crise, et on a monté les Soudanais contre les Sénégalais, et puis, boum, la fédération a éclaté. Le seul exemple de panafricanisme qui, aujourd'hui, a réussi, c'est l'union à l'indépendance de ces 2 États, de ce qu'on appelait le Tanganyika et Zanzibar, qui est devenu la Tanzanie. D'ailleurs, quand vous voyez les États de la région, quel est le seul pays, l'un des rares pays où il n'y a pas eu de guerre civile, où il n'y a pas eu de guerre? C'est la Tanzanie. C'est pas anodin. Et donc, moi, je pense que, concrètement, l'unité est importante. Mais, pour faire quoi? C'est ça, là, c'est le deuxième volet. Il faut que les États africains, à partir de leur unité, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'unir politiquement et économiquement le continent en un seul bloc. Bien sûr. Moi, je pense que c'était possible. Et Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, le disait, nous devons soit nous unir ou périr. Ouais. Il en a fait un bouquin. Et en fait, pourquoi le disait-il? Par rapport au fait que ce n'est pas viable. Et l'ancien président du Bénin, Émile Derlin Zinsou, était très amer au soir de sa vie. Pour ceux qui veulent cette référence, allez voir le documentaire en plusieurs volets de Elikia Mbokolo, qui s'appelle Afrique avec S entre parenthèses à la fin, une autre histoire du XXe siècle. Émile Derlin Zinsou témoigne, il avait presque 90 ans, il disait « Je regrette profondément nos divisions de l'époque, parce que quand nous nous retrouvions, chacun avait envie d'être premier dans son pays plutôt que d'être 4e, 5e dans une fédération. » Et donc, pour revenir au modèle économique et au modèle écologique, pour moi, les deux sont imbriqués. La transition économique et la transition écologique sont imbriquées. Pour moi, c'est important, cette unité. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Afrique développe son propre modèle. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, peut faire son unité, l'Afrique centrale peut faire son unité, et puis progressivement se rassembler par la suite, ouais. Par un projet commun. On ne se rassemble pas, on ne réussit pas un projet politique si on n'a pas des intérêts communs. Mais en ayant la vision commune de où est-ce qu'on en est dans le monde, ou vers où est-ce qu'on est en train de se diriger, et quelle est la problématique climatique. Et en plus, au niveau culturel, je dis souvent que l'Algérien l'Algérien ou le Marocain de Tanger ouais. est beaucoup plus proche
culturellement du sud-africain noir, du Cap, que le portugais est proche du suédois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, complètement. Oui, au niveau de la cuisine, au niveau de toute une série de choses. Et donc, je pense que c'est possible. Mais pour quel modèle économique et écologique? Je pense que l'Afrique et les Africains, y compris les diasporas, doivent se poser cette question. Voilà. Et donc, la question de l'ancestralité, parfois, il y a des stéréotypes dessus. C'est sauvage, c'est pas... Non, c'est fondamental. C'est fondamental. Si je prends la question de la pharmacopée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, de manière un peu ironique, parfois cynique, eh bien, c'est quelque chose qui est très, très efficace. On y revient. D'ailleurs, en Europe, on sait que la médecine qui utilise beaucoup de produits chimiques est parfois nocive pour notre organisme. Et donc, on revient de plus en plus à des méthodes traditionnelles. Et je crois que l'Afrique a une richesse. Le continent a une richesse en ce qui concerne des méthodes ancestrales, que ce soit dans la santé, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau économique, la gouvernance, dont elle peut s'inspirer et les développer à un niveau tel que ça devienne quelque chose de viable. Je donne un exemple concret que les gens oublient. Je sais pas si, peut-être certains le voient, les églises éthiopiennes qui sont dans le sous-sol, qui ont été construites dans le sous-sol. Donc, quand on y va, on doit descendre dans le sous-sol. Et donc, ce sont des églises faites en roche qui datent c'est-à-dire des premiers, de l'ère, donc, des premiers siècles. Avant, il y avait des techniques traditionnelles pour les rénover. Et puis, les Italiens sont arrivés et progressivement, c'est-à-dire pour entretenir ces églises, on les entretient plus à la main avec les techniques traditionnelles, on utilise des machines et ces églises sont en danger. Pourquoi? Alors que c'est un patrimoine exceptionnel. Parce qu'on a fragilisé la base avec les machines quand on les rénove. Et je crois que, en fait, en s'inspirant des méthodes traditionnelles, on peut même développer des outils qui vont plus vite, mais qui respectent l'équilibre, les équilibres naturels qui existent sur le continent. Et là, il faut de la recherche. Et aujourd'hui, on sait très bien, quand on prend l'artémisia qui est une plante qui permet de lutter contre le paludisme. Pourquoi aujourd'hui l'industrie pharmaceutique met les moyens pour combattre les gens qui vont exploiter l'artémisia, les personnes qui l'ont découverte, qui veulent, parce que ça mettrait à mal. Est-ce qu'elle est présente en abondance en plus toute l'industrie pharmaceutique par rapport au paludisme. Pour des raisons financières. Je pense que pour toutes les maladies, on peut trouver effectivement. Et comment est-ce que les anciens faisaient, les Africains, qui avaient cet équilibre avec la nature, qui savaient l'observer? En fait, ils regardaient les animaux. Quand un lion est blessé, vous allez voir qu'il va manger des plantes. Pourquoi est-ce qu'il les mange? Pour cicatriser. Quand il y a un zèbre ou des animaux qui vont manger des plantes, des carnivores qui vont manger des plantes, pourquoi est-ce qu'elles les mangent? C'est comme ça, c'est par l'observation, en réalité, que nos ancêtres ont su découvrir des techniques, mais aussi des plantes, des roches qui permettent de faire des choses. Et je pense qu'on peut, par la recherche, continuer dans ce sens-là en Afrique. Et il y a de plus en plus de savoirs ancestraux qui sont en train de disparaître parce que les États n'investissent pas assez dans les connaissances ancestrales par rapport aux personnes âgées. On parle des castes au Mali. Ces castes-là transmettent de génération en génération des savoirs ancestraux. Est-ce que ces savoirs ancestraux existent encore? Non, ils sont en train de se perdre. Et là, partout sur Terre, c'est dans les peuples autochtones. Partout, je prends l'exemple africain, mais je peux prendre l'exemple de la Chine, où au niveau de la santé, il y a aussi du Japon, où il y a aussi des savoirs ancestraux qui sont très très importants. Au nord de l'Amérique, on a fait un génocide. On aurait pu s'inspirer de ce que les peuples premiers. Moi, je ne les appelle pas les Indiens d'Amérique, parce que là, tu rentres dans une logique coloniale avec Christophe Colomb qui croyait avoir découvert les Indes. Et donc, moi, je les appelle les peuples premiers. Au lieu de les génocider, au lieu de les massacrer, de tous les tuer, on aurait pu, en bonne entente, toujours, je reviens à la solidarité, en bonne entente, bénéficier de leur savoir. Et il y en a encore, aujourd'hui, malheureusement, ça se perd. Et donc, partout dans le monde,
on peut de plus en plus, mais en Europe moins, parce que on a cette industrialisation à outrance, cette technologisation à outrance qui a eu lieu. Donc, je vais dire que les personnes qui détiennent les savoirs, il y en a plus beaucoup, contrairement à d'autres continents. Où il y a encore plus de druides chez nous. Il y a plus de druides, où il y a cet espoir de pouvoir développer, y compris par la recherche, ces savoirs ancestraux et les mettre à disposition de tout le monde. Et ça, c'est le modèle que l'Afrique doit choisir. Maintenant, au niveau économique, l'unité va permettre d'être beaucoup plus fort et de trouver surtout une entente dans l'exploitation des ressources. Je crois que, à l'époque, il y avait l'idée d'un fonds monétaire africain. Je pense qu'il faut une souveraineté monétaire africaine. C'est ça. Sortir du franc CFA, notamment. Oui, du franc CFA, mais pas seulement. Je pense que l'Afrique de l'Ouest devrait avoir sa propre monnaie, y compris unique. Y compris avec le Ghana, le Nigeria, la Guinée-Bissau, qui ne parlent pas français comme langue officielle, l'Afrique centrale aussi. Je pense qu'à un moment donné, le continent africain devrait avoir sa monnaie unique. Et je pense que c'est important. C'est important en termes d'échange. C'est important aussi parce que c'est beaucoup plus facile de créer des marchés sur le modèle de ceux dont j'ai parlé, qui ne sont pas basés uniquement sur une forme d'exploitation économique, une forme d'exploitation de ressources, mais aussi sur une forme de solidarité et de collectivisation des ressources. Ouais, exactement. En fait, qu'on exporte moins, mais que ce soit plus pour le pays. Pour le pays et pour les peuples environnants. Oui, voilà. Parce qu'on pourrait créer une forme de solidarité qui ne soit pas basée sur les frontières coloniales, même si des frontières existent physiquement, mais que dans la collectivisation des ressources, on réfléchisse comme dans un État fédéral en réalité. Tu sais, les Flamands disent oui, on donne trop d'argent à la Wallonie, alors qu'on sait que en France, le nord de la France bénéficie aussi de transferts de fonds. On sait qu'au Canada, c'est la même chose, que du Québec part de l'argent vers d'autres provinces. Ce serait la même chose, en fait. Si on avait cet esprit, si l'Afrique avait cet esprit commun, quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir en République démocratique du Congo, il a commencé à aller au Rwanda, à discuter avec le président Kagame pour trouver des accords sur l'exploitation des ressources, etc. Les accords commerciaux en matière de thé. Enfin, je sais exactement. Il a été vilipendé en République démocratique du Congo, mais à l'époque, je me suis dit, peut-être qu'il y a un espoir de terminer cette guerre finalement de manière endogène, en trouvant des solutions endogènes. Et donc, l'Afrique doit trouver des solutions endogènes. L'Afrique ne doit pas attendre que des solutions extérieures, qu'elles soient russes, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient occidentales, européennes, américaines. Et donc, parce qu'elles serviront toujours les intérêts d'abord. Exactement. Et donc, je me suis dit, peut-être que là, j'étais un peu sceptique, mais je me suis dit, peut-être que là, des choses qui n'ont jamais été faites depuis 30 ans sont en train de se faire. Et puis, tout d'un coup, ça a explosé. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est devenu très tendu. L'État congolais, le président Tshisekedi accuse le président Kagame d'armer le M23. Mais surtout, on ne sait pas quels accords étaient envisagés, quelle était la teneur des discussions. On ne sait, l'avenir nous le révélera. Mais on ne sait pas pourquoi aujourd'hui ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. On sait que des gens qui ont été accusés de trahison, de haute trahison au Congo dans ces discussions avec le Rwanda ont été mis en prison. On sait que côté rwandais, il y a des griefs aussi contre le Congo par rapport aux FDLR, donc ces anciens génocidaires qui se sont retrouvés dans les forêts et dans les villages à la frontière du Congo. Mais aujourd'hui, ce conflit est symbolique de ce que il faudrait s'entendre sur le continent africain, avoir une vision commune pour pouvoir mieux résister aux changements qui ont lieu déjà et qui s'imposent de plus en plus à l'Afrique. Et donc, je crois que c'est vers ces grands ensembles, parce que quand vous prenez un pays comme les États-Unis, comment est-ce qu'un pays comme le Togo, je prends le Togo, je peux prendre le Cap-Vert, qui sont des petits bouts, des confettis d'État, politiquement, économiquement, vont aller s'asseoir face aux États-Unis en termes de puissance pour dire quoi? Pour négocier quoi? Pour avoir quelle force en face? C'est ça. C'est pas possible. C'est rien, c'est peanuts. C'est peanuts. Non. Faut être plus nombreux et
Et effectivement, même s'il faut pas exploiter le pétrole, bah, comme il y a beaucoup de producteurs de pétrole, notamment le Niger, il me semble, le Nigeria, oui. est producteur de pétrole, l'Algérie aussi. Bon, bah, s'il y a des accords, bah, ça permet d'avoir plus de poids face à une Europe qui importe tout son pétrole d'ailleurs. Ben oui. Et donc, quand on revient au capitalisme, on a des gens, et j'en rencontre, je fais de la politique ici, je rencontre des gens qui sont véritablement dans cette vision solidaire, qui veulent que le continent africain s'émancipe, ait sa propre souveraineté et négocie d'égal à égal avec les autres parties du monde. Par contre, on a des gens qui ne veulent pas ça. Voilà. Mais c'est le capitaliste qui veut continuer à maintenir l'autre dans une forme de division pour mieux le dominer. Exactement. Qui a permis de nourrir des discours racistes, etc. Exactement. Et c'est vers ça que j'ai envie de t'amener un petit peu pour la conclusion de tout ça. J'ai l'impression peut-être que je me trompe et je voudrais pas avoir ton sentiment là-dessus. Que tous ceux qui sont vraiment au-dessus, hein, on fera tout ce qu'il faut pour maintenir notre avantage sur les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui n'hésitent pas à dire que tout est la faute du noir, de l'arabe, et qu'on commence à de plus en plus diviser dans le seul but de se dire on va maintenir notre confort le plus longtemps possible, et les autres, ils ont qu'à manger leur merde, façon de parler. Alors qu'en fait, c'est illusoire. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a tout qui est en train de vaciller, se péter la gueule, l'histoire a démontré que les premiers qui trinquent, c'est pas forcément... Si, les pauvres trinquent en premier, mais qu'au moment où il y a une sorte d'emballement, c'est les riches qui encaissent parce que il y a tout le monde qui est en train de se rebeller, se retrouver autour du palais. Je pense notamment à ce qui s'est passé au Sri Lanka avec le président qui a fui en hélicoptère. Il y a tout le peuple qui s'est retrouvé autour du palais. Si le mec était encore là, sa tête aurait sauté, quoi. Évidemment. Mais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'armer militairement, de se sécuriser en se disant ok, on va tenir ce système le plus longtemps possible et on est prêt à trouver des boucs émissaires et à dire et moi je vois un peu ton feeling là-dessus, c'est méga dangereux un peu ce qui est en train de se passer là. Ce nationalisme dont on parle qui oppose les uns et les autres ne profite qu'aux puissants que tu as évoqué. C'est-à-dire qu'on oppose, en fait c'est la guerre des pauvres les uns contre les autres au profit du riche qui est au-dessus, qui nous observe. Et qui gère les médias pour faire croire que c'est la faute à un tel. Et qui gère les médias. Oui. Bolloré. Disons-nous la vérité, effectivement, ce n'est pas normal qu'une personne concentre autant de pouvoir. Ça, c'est le capitalisme. Autant de pouvoir économique, politique, parce qu'il a accès aux personnalités politiques, il les finance pour leur campagne électorale, et on se souvient que Bolloré a financé beaucoup Éric Zemmour. Totalement. En tout cas, l'a soutenu beaucoup, et qu'il y a aussi une concentration au niveau économique. Et donc, à quoi ont accès le reste des populations? C'est à des miettes. Et ces miettes-là, on les oppose pour qu'ils puissent se taper dessus. Et le nationalisme, alors, pour moi, il y a deux formes de nationalisme. Pour faire le lien avec l'Afrique, parce que l'Afrique doit faire très attention à une forme de nationalisme. Il y a un nationalisme qui est libérateur. Vous savez, quand Hitler a envahi la France, il y a eu un nationalisme avec la résistance nationale qui s'est organisée pour combattre les Allemands et les chasser. Ben, en Afrique, il y a eu un nationalisme libérateur. C'est le nationalisme anticolonial qui a résisté contre la colonisation, parfois avec des guerres comme au Cameroun, comme à Madagascar ou en Algérie, pour foutre le colon dehors. Voilà. Ça, c'est un nationalisme positif, libérateur. Par contre, le nationalisme qui est basé sur le repli sur soi, sur l'opposition des uns, des unes aux autres, est un nationalisme qui est destructeur et qui ne profite qu'aux puissants qui se disent, après avoir pourri le système, parce que, comme tu l'as dit, ils se rendent compte que le système est pourri. C'est comme quand j'entends sur les médias les gens dire « Ah, mais vous savez, le créateur de Facebook ou de Google empêche ses nièces, ses enfants ou alors leur dit ne pas sur les réseaux. Voilà, ne soyez pas sur les réseaux sociaux parce que c'est destructeur. » Ou comme la Chine qui a créé TikTok, mais qui n'a pas le même TikTok dans son pays. Dans son pays. Et qui laisse libre, qui fait pousser l'algorithme à fond dans les autres pays, mais dans son propre pays, il y a un autre système complètement différent. C'est pas pour rien. Et donc, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est le fonctionnement du système qui vise à opposer les pauvres les uns aux autres, les classes moyennes maintenant, qui s'appauvrissent de plus en plus, et qui vont rentrer dans la danse en se disant, en fait, il y a cette phrase qui me revient en tête,
je la lis souvent sur les réseaux sociaux et dans des bouquins qui dit, le type qui gagne 10 000 euros ou 20 000 euros par mois, il va faire croire à celui qui gagne 2 500 euros que la source du problème, c'est la personne qui gagne 1 500 euros. Voilà. Et donc, c'est sur elle qu'il faut taper. Et souvent, cette personne qui gagne 1 500 ou 1 200 euros, c'est soit le pauvre, donc il se situe dans un quartier difficile, ou alors dans un quartier où les conditions socio-économiques sont difficiles, ou alors la personne d'origine étrangère, parce que les personnes d'origine étrangère se situent dans les basses classes socio-économiques de la société. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à dire aux travailleurs qui est à côté, qui gagne 1 500 euros, l'étranger ou la personne qui est d'origine étrangère, qui habite dans le même immeuble ou dans l'immeuble à côté, c'est lui le problème. Et c'est ça qui entraîne une forme aujourd'hui délétère de violence, le retour de l'extrême droite qui monte de plus en plus parce que son terreau fertile, c'est ça, c'est la pureté de la race entre guillemets. C'est nous voulons quelque chose de pur et nous voulons que les étrangers rentrent chez eux, alors que comme je l'entendais aujourd'hui sur la première, si effectivement on mettait en place ce projet secret qui a permis à l'AfD, ce parti d'extrême droite raciste allemand, de faire une réunion secrète avec des chefs d'entreprise et de se dire, il y a un projet secret de remigration, donc de retirer la nationalité à des Allemands, des Allemands qui sont de racines étrangères, parfois depuis des années, et pouvoir les expulser, il y aurait des entreprises qui ne fonctionneraient même plus. Voilà. Qui ne fonctionneraient même plus. Bye bye Uber, voilà. Bye bye Deliveroo, bye bye, tellement, bye bye tous les services publics. Et donc, je fais attention à ça en ce qui concerne le continent africain. Le nationalisme libérateur, anticolonial en Afrique, le nationalisme qui lutte contre le néocolonialisme, c'est positif. Mais le nationalisme qui vise à opposer les peuples les uns aux autres parce que tel est plus clair de peau, parce que tel est... c'est destructeur pour le continent africain. Je le dis par exemple pour les Peuls. Les Peuls n'ont pas à subir les conséquences de ce que le néocolonialisme impose en Afrique. Ce n'est pas parce que le Peul est plus clair de peau que l'on doit s'attaquer aux Peuls. C'est inacceptable. Et ce nationalisme-là, il est destructeur. Il est destructeur pour le continent africain, il est destructeur pour les peuples, et il est destructeur pour l'avenir économique, écologique et politique de l'Afrique. Si on commence à s'attaquer à des populations en se disant « Ah, lui, il est proche, il a une couleur de peau qui est proche de celle des djihadistes, donc il complote avec lui », sans véritablement enquêter, juste en lançant des rumeurs, ce nationalisme-là, il est destructeur. Ouais. Et là, je lance un appel solennel, effectivement, aux Africains, à mes frères et sœurs d'Afrique, des diasporas, de dire s'attaquer aux Tutsis parce que le chef de l'État rwandais prend des décisions qui parfois n'ont rien à voir avec la personne qui vit ici, qui n'est pas en politique, ce n'est pas normal. Ça. Ce n'est pas normal. Et donc, nous devons nous battre contre ceux qui détiennent le pouvoir et qui veulent opposer les uns aux autres. Nous devons faire en sorte que les peuples reviennent à leur souveraineté et que leurs choix soient respectés, y compris leurs choix politiques et économiques, et ne pas tomber dans l'erreur du nationalisme destructeur qui oppose les uns aux autres. Est-ce que tu as une conclusion que tu voudrais apporter à notre échange? Si je vais conclure quelque chose, je dis, souvent chez Ecolo, on dit penser globalement et agir localement. On peut faire chacune et chacun quelque chose pour pouvoir aider la planète, être solidaire vis-à-vis des autres. Ben, localement, c'est aller faire réparer ses appareils chez Abdoulaye Ba, à l'atelier Simandou, à la gare centrale, au moins un. Ceux qui sont en Belgique. Pour ceux qui sont en Belgique, à côté de la pharmacie, et pour ceux qui ne sont pas en Belgique, ben, amenez vos États, réclamez de vos États qu'ils investissent beaucoup plus dans les filières de recyclage et de réparation. Et nous, ici en Belgique, nous devons aussi réclamer sur l'aide de l'État. On est à une désencablure des élections maintenant. Nous devons, et tout parti confondu, nous devons réclamer que l'État investisse dans la transition écologique massivement, mais beaucoup plus dans les filières de réparation et de recyclage. Calvin, c'était très complet, c'était très prenant. On se reverra certainement peut-être dans 2 ans pour une troisième partie, qui sait. Comme on dit, seules les montagnes ne se rencontrent pas, donc on aura l'occasion de se revoir,
que ce soit dans d'autres circonstances ou dans celle-ci. Merci à toi. Ben, merci Vince. Bon courage. Et merci à Limite. Et je souhaite beaucoup de bonheur et de prospérité à Limite. Que Limite grandisse. Et moi, je vais aller soigner mon allergie. Abonnez-vous, likez, commentez, vous savez comment ça se passe. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Limite. Ciao tout le monde. Ciao Calva. Au revoir Vince.